J'ai entendu dans un balado que manger des légumes avant mon plat principal pourrait aider mes maux de tête. Moi, je suis la glucose goddess sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'acheter son supplément pour les pics de glycémie. Coudonc, on dirait que c'est à la mode d'avoir peur des glucides. Mon ami qui est super en forme porte un capteur de glycémie. Ça me tente d'essayer? Ouais, moi, je mange plus ça, du gruau le matin. Là, il paraît que ça augmente trop la glycémie. De plus en plus d'influenceurs nous recommandent de surveiller notre glycémie. Éliminer certains aliments de notre alimentation pour éviter les pics glycémiques, c'est pas nouveau. Mais ce qui est de plus en plus populaire, c'est de vanter les mérites des capteurs de glycémie, un genre de patch qu'on se colle sur le bras et qui mesure le taux de glucose en continu. On nous fait croire que certaines variations qu'on peut ainsi observer après un repas sont alarmantes. Mais qu'en est-il vraiment? Dans cet épisode, on va expliquer ce qu'est réellement la glycémie et pourquoi ces variations ne sont pas nécessairement nocives. On s'intéressera aussi aux mythes entourant les capteurs de glycémie chez les personnes en bonne santé avant de faire un petit détour sur la question des suppléments et de terminer sur quelques conseils. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin. Je suis en compagnie du Dr René Vitmer, médecin de famille et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Salut René. Salut Ève. Alors, je l'ai dit en introduction, René, il y a un regain de la peur du glucose en ce moment. Des régimes, des suppléments, toutes sortes de contenus qui circulent là-dessus. Ah, tellement. Ouais. Que ce soit comment on peut le baisser à travers ce qu'on mange ou le surveiller de façon très attentive ou même des suppléments maintenant pour baisser notre taux de glucose. Ouais. Tout le monde a une bonne raison d'avoir peur de ça. C'est comme le nouveau gras. Oui. On a démonisé le gras. Là, c'est le sucre. C'est le numéro sucre. 1. Le sucre, puis on lit en fait différents mots à des problèmes de pic de glycémie. On va dire que ça affecte l'humeur, que c'est ça qui fait qu'on est une petite down l'après-midi, problème de peau. Mon Dieu, il y a tellement de choses reliées à ça. La glycémie est responsable de tout. En fait, Oui. c'est ce qu'on pourrait croire en lisant ça. Puis, généralement, ce genre de théorie-là, quand c'est une chose qui est responsable de tous nos maux, généralement, c'est parce qu'il y a 2-3 raccourcis intellectuels là-dedans. Absolument. Et ce qui est préoccupant aussi, c'est cette idée qu'avoir un pic de glycémie, là, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours être très, très, très stable au niveau de notre glycémie. Donc, ça aussi, c'est beaucoup véhiculé, là. Oui, puis alors qu'on le sait que c'est complètement normal. L'inverse, en fait, c'est normal d'avoir une glycémie qui varie en fonction de ce qu'on fait comme niveau d'activité physique, ce qu'on a mangé. Donc, bref, la normale pour un individu en santé, c'est d'avoir une glycémie qui fluctue un peu dans le temps. Et parmi les influenceurs qui ont ce type de discours sur les réseaux sociaux, il y en a une qui est particulièrement populaire, c'est Jessie Inchauspé, une biochimiste française mieux connue sous le nom de Glucose Goddess, rien de moins. Elle est l'auteure de 2 livres à succès sur le sujet et son compte Instagram est suivi par 5 millions de personnes. Elle a dit là, que 90% de la population présente des niveaux de glucose instables. Ça fait peur quand on lit ça, là. Mais vraiment, on se sent à risque et on se dit, moi, je veux pas être comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et elle véhicule aussi toutes sortes d'autres idées, là. Donc, par exemple, qu'il faut manger des aliments dans un certain ordre. Oui, ça ressemble un peu à la culture des diètes. On se dit, il faut faire telle façon pour éviter telle conséquence. Et donc, l'ordre dans lequel on va manger est très, très important dans ces interventions. Il faut privilégier les légumes, les salades avant les produits céréaliers, les pâtes ou quelque chose qui pourrait être sucré comme une pâtisserie. Alors que rien de ceci n'est très solidement appuyé par la science. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que c'est mauvais de manger plus de salade dans la vie. Non, je pense on n'est pas contre la vertu. On n'est pas contre la vertu. Puis c'est ce qui fait que c'est un peu flou parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement fausses qui se retrouvent parmi les messages, mais il y a d'autres choses qui sont pas du tout appuyées par la science. Donc, ça devient un peu difficile de départager qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Mhm, absolument. Et c'est ça qu'on va faire dans cet épisode, de départager le vrai du faux. Et on voulait parler donc de ces influenceurs, donc Glucose Goddess, dès l'introduction parce que on voulait faire comprendre que ce message, là, attention au glucose, les pics sont dangereux, c'est vraiment ça qui a mené à la popularité grandissante des capteurs de glucose qu'on demande, semble-t-il, de plus en plus aux médecins de famille. Donc toi, est-ce que c'est le genre de choses qu'on t'a déjà demandé? C'est des choses qu'on m'a déjà demandé. Ça reste quand même un peu marginal, ces demandes-là. La plupart des gens qui me le demandent, c'est des personnes diabétiques, donc où ça peut être très approprié de vouloir utiliser ce genre d'appareil-là. Mais je dirais que la raison pourquoi je me le fais pas demander si souvent que ça, c'est parce que ça coûte très cher. Donc, le coût est très prohibitif et à moins d'avoir certaines conditions de santé qui le justifient, on parle de plusieurs centaines de dollars par mois, ce qui fait que la plupart des personnes n'en font pas la demande au médecin. Mais ce sont des appareils qui sont en train de se démocratiser. Il y a de plus en plus de fournisseurs qui produisent des marques différentes de capteurs. Et donc, on peut peut-être s'attendre à ce que dans les prochaines années, on soit vraiment inondé de différents dispositifs qui nous promettent à petit prix de vérifier notre glycémie en continu. Oui, tout ça est entouré de beaucoup de pseudo-sciences, de sciences produites aussi par les manufacturiers de ces machines-là. Donc, on va vraiment départager le vrai du faux. Mais d'abord, on va faire un petit pas en arrière pour expliquer ce que c'est la glycémie. Oui, la glycémie, c'est quand on mesure le glucose dans le sang. Donc, c'est un taux et c'est normal. Tout le monde a une glycémie. En fait, c'est ce qui fait que c'est compatible avec la vie. Si on n'a pas de glycémie, on ne peut pas vivre. Nos organes, notre cerveau, nos muscles, toutes ces structures-là ont besoin de glucose pour utiliser comme carburant, si on veut. Et chez une personne normale, on ne parle même pas de diabète, c'est régulé de façon très étroite et serrée par différentes hormones qui vont garder la glycémie dans des valeurs dites normales ou physiologiques. Et quand on mange, on va digérer certains aliments et une partie de ces aliments-là vont être transformés en glucose et ça va voyager dans notre sang sous forme de carburant. Quand on n'utilise pas ce carburant-là, il va être stocké notamment dans notre foie, dans nos muscles, sous forme de glycogène. C'est un peu comme si on faisait des bidons d'essence à utiliser de façon facile dans les jours suivants ou dans les heures suivantes quand on aura besoin de cette énergie-là. Et il y a donc un équilibre entre la glycémie, les réserves de sucre qu'on a stockées à différents endroits dans notre corps et ce qu'on va manger. Quand on mange, c'est normal, notre glycémie va monter. C'est quelque chose de complètement physiologique, mais très, très rapidement, les hormones vont venir balancer ça. Donc, l'insuline qui est sécrétée par notre pancréas va venir baisser la glycémie pour la garder dans des intervalles qui sont normaux pour notre corps. OK. Et ça, c'est chez une personne qui n'a pas de problème de diabète. Exact. Qu'est-ce qui se passe chez la personne, justement, qui a diabète type 1 ou 2? Oui, donc c'est important de faire la différence entre les deux parce que le mécanisme n'est pas le même. Alors, le diabète de type 1, je le rappelle, c'est une forme de diabète qui est dite auto-immune, donc qui va toucher souvent les plus jeunes personnes, même parfois aussi jeunes que des bébés, et que le pancréas va être attaqué de façon auto-immune. Donc, notre pancréas qui produit l'insuline n'est pas fonctionnel. Donc, on se retrouve à avoir besoin de s'injecter de l'insuline très rapidement pour maintenir un équilibre dans notre taux de sucre dans le corps. De façon un peu différente, le diabète de type 2 va généralement survenir beaucoup plus tard dans la vie, plus à l'âge adulte, mais avec notamment l'obésité ou certains autres problèmes de santé publique, on voit du diabète de type 2 de plus en plus jeune de nos jours, mais règle générale, on peut dire plus les enfants de type 1, plus les adultes de type 2. Et ça, c'est pas le pancréas qui est malade, c'est principalement la résistance à l'insuline. Ce qui fait que notre pancréas fonctionne, mais les hormones qu'il produit n'ont pas les effets escomptés et ça fait que le sucre va continuer de monter. Et puis très tardivement, quand on a un diabète de type 2, notre pancréas va finir par plus bien fonctionner ou insuffisamment. Et c'est là qu'on va devoir utiliser de l'insuline pour garder le contrôle sur notre taux de sucre. Donc, les types 1, très rapidement, on leur prescrit de l'insuline. Les diabétiques de type 2, c'est beaucoup plus tardivement dans la maladie qu'on va avoir besoin de les utiliser, si on a besoin, parce que ce n'est pas tous les diabétiques de type 2 qui auront besoin qu'on leur prescrive de l'insuline un jour. Et est-ce que pour les personnes qui sont atteintes de diabète de type 1 ou 2, les capteurs de glucose peuvent avoir une utilité? Absolument. Les capteurs de glycémie, c'est vraiment des bons outils. C'est pas facile à se piquer sur le bout du doigt, ce qu'on demande aux gens pour vérifier leur glycémie. Ouais. Historiquement, on avait des petites aiguilles, on demandait aux gens de se piquer sur le bout du doigt, puis d'aller mettre ça sur une petite bandelette qui mesure notre taux de sucre en direct, donc une fois.
Alors que là, on colle un timbre sur la peau et on peut, avec des téléphones intelligents ou des petits dispositifs, voir en temps réel notre taux de sucre. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Là, c'est vraiment chez les personnes qui utilisent de l'insuline que c'est utile pour vraiment vérifier l'effet en temps réel de ces injections-là qu'on se fait. Pour la plupart des diabétiques qui utilisent, par exemple, des médicaments par la bouche, ce n'est pas nécessaire d'utiliser un tel capteur. OK. Donc là, je comprends que ces capteurs-là sont utiles pour des gens qui ont vraiment un problème de santé. Oui. Mais dans les mythes qui sont véhiculés justement en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est cette idée de dire, il faut nous la vérifier quand même, cette glycémie-là en continu. C'est bien ça? D'essayer, entre autres, ce qu'on dit là. Certains influenceurs démonisent le sucre et disent que quand le sucre monte, c'est comme un signe avant-coureur d'une maladie future. Donc, on aurait intérêt à vouloir garder notre sucre le plus bas et le plus constant possible, alors que naturellement, quand on mange, notre glycémie va monter. C'est quelque chose de complètement normal. Donc, on fait peur aux gens que c'est anormal et qu'on devrait essayer de baisser les pics d'insuline et les pics de glycémie qu'on peut avoir. Alors que c'est pas quelque chose qui est démontré scientifiquement du tout. Certains influenceurs vont nous montrer là, les courbes qu'ils ont recueillies grâce à ce genre d'appareil-là sur les réseaux sociaux. Puis là, on voit que ça monte en flèche après avoir mangé des céréales avec du lait ou des choses comme ça. C'est pas inquiétant, là, cette montée-là subite de la glycémie, du glucose, dans le fond, dans ça? Oui, exactement. La glycémie et le taux de glucose, c'est la même chose. Oui. Donc, oui et non, dans le sens que c'est naturel, hein? C'est normal. La glycémie monte après avoir mangé. Puis ce que j'aime de ces courbes-là, c'est que ça permet d'expliquer à une personne qui est diabétique ou qui l'est pas, quel est l'impact de ce qu'on mange et qu'est-ce que ça fait sur notre corps, comprendre que notre sucre monte après avoir mangé. Mais là, il faut rassurer que c'est pas anormal que ça se passe. Mais les échelles, comment elles sont mises sur les sites de ces influenceurs-là, on nous présente les pics de glycémie comme si on était dans le rouge, on était dans des valeurs anormales. Alors que quand on regarde les petits caractères sur le côté, les échelles et dans quelles valeurs on se retrouve, on se retrouve dans des valeurs qui sont complètement normales pour les individus, qui sont pas dangereuses du tout pour la santé. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, ça a l'air impressionnant, cette montée subite, mais si on est dans des valeurs normales, ça veut rien dire. Exactement. C'est pas préoccupant. Exactement. OK. Donc c'est pas que c'est faux. Les schémas qui sont montrés sont souvent réels. C'est juste qu'ils sont un peu trafiqués, si on veut, pour que ça ait l'air plus impressionnant que ça ne l'est réellement, alors que ça n'a pas de conséquences sur la santé. OK, mais est-ce qu'on pourrait quand même utiliser un capteur là, de glycémie pour optimiser sa santé? Parce que ça, c'est aussi beaucoup véhiculé, cette idée qu'on peut augmenter, dans le fond, ses performances, avoir plus d'énergie, mentalement plus sharp, là, si je peux dire comme ça, dans le fond, en contrôlant notre glucose. Oui, je pense que c'est ce que les gens disent, c'est ce dont on fait la promotion. Après, est-ce que tout ça est démontré? Moi, j'ai trouvé aucune littérature scientifique de bonne qualité et convaincante qui nous montre qu'on peut améliorer la santé des gens en faisant ça. Ouais. C'est bien beau de montrer qu'on a baissé notre taux de sucre d'une certaine unité, qu'on l'a baissé, mais ultimement, est-ce qu'on a des études qui montrent que ça améliore la santé des gens? C'est ça qui n'est pas démontré du tout. Donc, je pense que c'est encore une fois sujet à énormément de biais. La personne qui est rendue à acheter des capteurs, qui est rendue à faire plein de démarches et des lectures, c'est probablement quelqu'un qui est très motivé pour améliorer sa santé. Est-ce que c'est vraiment le fait d'utiliser un capteur qui améliore sa santé? On a des données chez les personnes diabétiques qui n'utilisent pas l'insuline. Puis, donc, les diabétiques qui sont sur des médicaments par la bouche ou même sans médicaments, est-ce que d'utiliser de la surveillance de la glycémie améliore la santé? Est-ce que ça évite certaines complications du diabète? Et la réponse courte, c'est non. Ah oui. Pour la plupart des gens diabétiques qui n'utilisent pas de l'insuline, on n'a pas besoin de se piquer plusieurs fois par jour. Après, on va individualiser selon la personne. Je veux pas que les personnes qui utilisent ce genre de dispositif-là l'abandonnent sans en parler à un professionnel. Mais l'idée, c'est que chez la plupart des gens, on n'a pas besoin de faire de la surveillance de routine de notre glycémie. Et même, c'est associé à un impact négatif sur la qualité de vie. C'est super intéressant. Les personnes diabétiques qui font de l'autosurveillance de la glycémie, donc par eux-mêmes avec un dispositif à la maison, dans certaines études, c'est associé à une qualité de vie qui est inférieure à une personne qui a subi un AVC léger. Ah donc, oui, pourquoi? Probablement toute la routine puis le stress que ça peut engendrer de sentir qu'on est coupable quand notre sucre n'est pas complètement normal. Puis au final, si ça avait des grandes vertus pour la santé, on pourrait se dire, il y a des pour, il y a des contre. Ouais. Alors que là, on vient de le dire, ça semble pas avoir d'effet très positif sur la santé de surveiller de routine sa glycémie quand on n'est pas dans certaines circonstances bien particulières. Absolument, donc, je comprends. Pour la personne en bonne santé,
va falloir qu'on me convainque avec des bonnes études que ça serait utile avant d'en faire la promotion. Mhm. Et j'imagine qu'on n'a pas non plus besoin de prendre des suppléments pour baisser la glycémie, vu que c'est pas un problème, mais quand même, parlons-en, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent des suppléments pour baisser la glycémie après le repas, dont Glucose Goddess, qui vend un supplément qui s'appelle Anti-Spike. Et ce qui est un peu particulier, c'est que sur son site Internet, elle recommande de prendre 2 gélules avec le repas. Puis là, les exemples qu'elle donne, c'est prendre un gros gâteau au chocolat, puis à ce moment-là, on n'aura pas de pic de glycémie. Donc déjà, c'est une drôle d'idée, je trouve. Au lieu d'enseigner des bonnes habitudes alimentaires, on a mis un gros gâteau au chocolat. Là, il y a un problème ici. Bien, je pense qu'il y a un problème de conflit d'intérêts. Hein. Là, non seulement on est plus juste dans les conseils sur comment s'alimenter, mais là, on tombe carrément dans « j'ai une solution pour vous pour éviter toutes ces conséquences désastreuses des pics de glycémie, un supplément pour vous. » Donc, si c'est pas un conflit d'intérêts, je sais pas ce que c'est. Puis on était curieux, on est allé voir ce qui était dans son supplément. Donc, on parle d'extrait de feuilles de mûrier blanc, d'extrait de citron, de concentré d'extrait de légumes, d'extrait de cannelle. Puis, elle dit que ça réduit de 40 % le pic de glucose, meilleure défense naturelle, inflammation réduite. Encore une fois, réduire de 40 % un pic de glucose qui est déjà pas problématique, c'est pas intéressant, là. Effectivement. Puis moi, il y a des mots sur lesquels j'ai accroché en voyant sa liste d'ingrédients qui sont comme des appels à l'utilisation du produit. Qui ne voudrait pas utiliser un produit qu'on nous dit « cela signifie des meilleures défenses naturelles contre l'inflammation ». Je dis, moi, je veux ça pour mon corps. Ou encore, grâce à cet ingrédient, vous profiterez des puissants bienfaits des légumes sur votre santé. Mon doux, moi, je veux ça, moi. Ou encore, mon préféré, il a été prouvé que ce produit combat la résistance à l'insuline. On est comme en mode combat. C'est très convaincant. C'est marketing. Qui lit ça, c'est de la pub plus que de la science qu'on voit là. Absolument. Puis ce qui me semble un peu problématique pour avoir passé un peu de temps, là, c'est qu'elle dit que son supplément a été testé, alors qu'en réalité, elle rapporte des études qui ont été faites sur chaque ingrédient séparément. Donc, il n'y a pas d'études, en fait, qui ont été faites sur son supplément à elle. D'un point de vue scientifique, c'est un peu faible. C'est un peu douteux, hein? Oui, clairement. Puis c'est comme un peu l'idée qu'on dit, on va mettre tout ça ensemble dans le même pot. Là, parce qu'on a combiné des affaires, ça va être mieux que de les prendre individuellement. Des fois, les choses qui plaisent à l'esprit ne sont pas vraies en science. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'études convaincantes. Puis moi, je trouve ça toujours un peu fascinant que cette biochimiste-là, dans sa cuisine, a trouvé un produit miraculeux que l'industrie, qui a des milliers de chercheurs et de subventions, n'a pas trouvé ça. Je trouve ça quand même fascinant, moi, quand on me dit qu'on a trouvé un produit miraculeux qui a échappé aux yeux de tous les autres scientifiques. Je me pose des questions, en tout cas. Oui, alors ça, on appelle ça un drapeau rouge. Un drapeau rouge, tout à fait. Je pense que c'est le bon terme. Un bon drapeau rouge. Puis aussi, se rappeler quand même que les suppléments alimentaires ne sont pas encadrés là, par les mêmes lois que les médicaments qui ont été testés puis qui doivent passer à travers plein d'étapes au niveau des études précliniques, cliniques, tous les stades, les approbations. Là, ça, c'est aussi important de se rappeler de ça. Absolument. Puis avant qu'un médicament soit commercialisé et qu'il soit autorisé, disons, par Santé Canada au Canada, et ça prend des études à l'appui, ça prend des études sérieuses, ça prend des études qui ont été publiées, qui ont été revues par les pairs. On est loin de toute cette démarche scientifique complète et cohérente ici avec ce genre de supplément-là. Puis j'ajouterais, je pense que l'attrait d'un médicament dit naturel ou d'un supplément, ça plaît à l'esprit, ça peut peut-être amener des personnes qui ont besoin d'un médicament pour le diabète à l'abandonner au profit de cette solution-là, qui n'est pas du tout éprouvée d'un point de vue clinique. Donc, je vois des risques de glissement importants. Bon, on a bien compris que les capteurs de glucose ne sont pas nécessairement utiles pour les gens en bonne santé, mais est-ce qu'on pourrait même parler d'une utilisation qui pourrait avoir des méfaits si on en porte alors qu'on n'en a pas besoin? Bien, je pense que oui. Je pense premièrement ça augmente l'anxiété. Ça nous fait croire que il y a quelque chose de dangereux qui se passe alors que c'est des choses qui relèvent de la normalité. Notre sucre monte et baisse dans différents contextes, encore une fois, et c'est pas anormal que ça arrive. Puis l'alimentation, oui, ça a un rôle pour nous nourrir, pour nous permettre de vivre, mais il y a aussi plein de rôles à l'alimentation, que ce soit social, le bien-être qui est associé à s'alimenter. Puis
quand on voit juste les aliments comme une source de glucose et d'impact sur notre glycémie, je pense que c'est très réducteur puis qu'on se déconnecte de c'est quoi l'alimentation à la base. Il y a des gens qui se mettent à couper les aliments parce qu'ils pensent que ça a un impact sur la glycémie et des aliments qui sont bons pour la santé. Je veux dire, c'est correct de manger des choses qui contiennent du sucre. Les fruits, ça contient du sucre et c'est pas mauvais de manger des fruits. En fait, même c'est quelque chose qu'on conseille de faire les produits céréaliers. Je veux dire, il y a plein de choses qui contiennent du sucre et qui peuvent faire varier la glycémie, qui sont pas à bannir. En fait, la science est assez claire. On n'a pas besoin de bannir certains aliments et j'ai l'impression qu'on voit avec le sucre en ce moment l'opposé de ce qu'on a vu il y a 20-30 ans où on bannissait le gras, c'était l'ennemi public numéro 1 et là, c'est plus le gras, c'est le sucre et la science est beaucoup plus nuancée que ça. Il y a pas d'aliments à bannir et manger de façon équilibrée, en ayant du plaisir et en mangeant le moins transformé possible, le plus végétal possible. Ce sont tous des conseils généraux et c'est des choses qui sont constantes dans le temps, qui sont montrées à travers les études, que ça change pas d'une année à l'autre. C'est pas juste des modes, ça. Absolument. Il y a certains articles qui parlent même de phénomène de glucorexie là, en ce moment. Je trouvais ça intéressant J'avais jamais entendu ça. Il y a aussi, on pourrait parler des impacts monétaires parce que tu l'as dit, oui, c'est cher. J'ai regardé les prix, on parle d'environ 3 000 $ par année, là, donc 3 à 6 000 $, donc minimum 250 $ C'est un gros investissement qu'on pourrait mettre sur des choses bien meilleur pour notre santé, comme faire du sport, se payer un abonnement à des sports qu'on aime, d'alimentation saine, variée. Donc, clairement, on peut mieux utiliser cet argent-là pour la plupart des gens. Puis, je voudrais juste aussi qu'on insiste sur quelque chose. Là. Si jamais vous avez été tenté par l'expérience, là, est-ce que quelqu'un qui aurait des pics de glycémie, qui en aurait beaucoup, c'est un signe qu'on est prédiabétique ou non? Ça aussi, c'est faux. Mais encore une fois, ça dépend dans quel ordre de grandeur. Je pense qu'on essaie là, d'alarmer les gens qui ont danger et il y a urgence d'agir et c'est ce qui me préoccupe beaucoup dans les messages qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. Après, la glycémie, quand elle dépasse certains seuils, quelqu'un qui a une glycémie très élevée, disons 20 millimoles par litre, ça, c'est compatible avec un diagnostic de diabète. Mais les variations, les spikes dont on parle sur les réseaux sociaux ne sont pas des synonymes d'avoir le diabète ou d'être à risque de développer le diabète. Bon, c'est rassurant. C'est ça la nuance entre les deux. Mais oui, quelqu'un qui prendrait sa glycémie et qu'elle est à l'extérieur des valeurs normales de façon soutenue, ça peut être un des critères qu'on utilise pour diagnostiquer le diabète. Mais en soi, d'avoir un sucre qui monte quand on a mangé, ça, c'est pas anormal. Et à ce moment-là, est-ce que c'est le genre de diagnostic qu'on ferait avec des capteurs ou on irait prendre une prise de sang? Eh bien non, on irait prendre une prise de sang. Il y a plusieurs façons de diagnostiquer le diabète. Il y a différents critères diagnostiques qu'on peut utiliser, mais généralement, ça repose sur une prise de sang en laboratoire avec une certaine fiabilité qu'on peut utiliser. Il y a différents marqueurs qu'on peut regarder dans le sang pour poser le diagnostic. OK, donc c'est intéressant aussi de voir que même un médecin de famille ne recommanderait pas à quelqu'un de porter un capteur pendant une semaine pour vérifier s'il est prédiabétique, en fait. Pas du tout. Non, il y aurait des façons beaucoup plus efficaces et beaucoup mieux établies pour poser le diagnostic. Il n'y a aucune situation à laquelle je peux penser qui est appuyée par de la science où je proposerais un capteur à quelqu'un qui n'est pas diabétique dans le but de faire un diagnostic. Bon, ben ça me semble très clair. Pour terminer, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui sont préoccupés par leur glucose, bon, avec ou sans raison? Mais de façon générale, je pense qu'on mange un petit peu trop de sucre, probablement, au Québec. Là. On mange souvent trop salé, trop sucré. Je pense que ce ne serait pas des mauvaises choses de se questionner sur notre alimentation. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas bannir certains aliments parce qu'ils contiennent du sucre. Je pense que c'est une préoccupation qui est légitime dans le sens, les gens qui sont inquiets pour leur sucre, c'est correct de comprendre pourquoi ils sont inquiets. Des fois, il y a une inquiétude en raison d'antécédents familiaux. Fait que d'essayer de comprendre d'où vient cette inquiétude. Est-ce qu'ils ont des symptômes, des fois, qui peuvent corréler avec un diagnostic de diabète? Donc, d'accueillir ça, de bien l'évaluer. Puis certaines personnes, quand elles ont des facteurs de risque, on va leur proposer un dépistage du diabète à une certaine fréquence, des fois aux 3 ans, aux 5 ans, annuellement, si on est plus à risque. Donc, un professionnel de la santé peut aider la personne à établir un plan pour rester en santé le plus longtemps possible, puis pas passer à côté d'un diagnostic de diabète si c'est quelque chose dont on peut être à risque. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. On comprend bien qu'on ne devrait pas surveiller sa glycémie au quotidien, à moins d'être diabétique, évidemment. Puis même, encore là, d'être diabétique et que ça nous soit conseillé dans notre situation, parce que même pour beaucoup de diabétiques, c'est pas toujours nécessaire de surveiller sa glycémie. Mais oui, si on est en bonne santé, en tout cas, ça, c'est clair. On n'a pas besoin de surveiller sa glycémie. Très clair. Tu pourras faire écouter ce balado aux patients qui te demandent des capteurs de glucose. Alors, René, on peut t'écouter dans le balado « Dis-moi
Benoît Docteur sur Radio-Canada Audio et t'entendre à la radio de Ici Première. Et tu écris aussi pour l'actualité. Oui. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez lire les articles qu'on a écrits sur le sujet, consultez les notes du balado. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre balado et de le partager avec vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Notre invité aujourd'hui était le docteur René Vitmer, à la recherche Kathleen Couillard, à la réalisation Claudie Fortier-Saint-Pierre, au mixage sonore Jonathan Doyon, à la production et à l'animation moi-même Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables.